Bonjour à tous. Ce cours s'inscrit dans le chapitre intitulé « Les territoires dans la mondialisation ». La problématique à laquelle nous allons essayer de répondre est « Comment les territoires sont-ils intégrés dans la mondialisation ?» L'étude comparée de ces deux photographies permet de comprendre de façon évidente que tous les territoires ne sont pas intégrés de la même façon à la mondialisation. D'un côté, la ville de New York peut être considérée comme le summum de l'intégration à l'espace mondialisé. Nous avons d'ailleurs vu dans le cours précédent qu'elle possède toutes les caractéristiques d'une ville dite mondiale. Bénéficiant d'un large réseau de communication organisé, elle est traversée par de nombreux flux qui entretiennent sa place prééminente dans la mondialisation. De l'autre côté, ce village tchadien peut être considéré comme une marge de la mondialisation. Cette situation ne s'explique pas seulement par la pauvreté apparente des habitants, mais davantage par l'inexistence de routes et d'infrastructures de communication dans le paysage. Un changement d'échelle permet de confirmer cette hypothèse. Le Tchad est en effet un pays africain enclavé qui ne bénéficie pas d'ouverture maritime et qui est donc contraint par d'autres pays pour organiser ses axes de communication. L'objectif de cette séance consiste à dresser une typologie des espaces plus ou moins intégrés dans la mondialisation, tout en apportant des éléments d'explication à cette situation. Donc, petit 1, les pôles et espaces majeurs de la mondialisation, et tout d'abord, petit a, les pôles traditionnels. Les pôles traditionnels de la mondialisation sont les membres de la triade, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie orientale. Ce dernier pôle est essentiellement composé du Japon et de la Corée du Sud, mais s'élargit de plus en plus au littoral chinois. La triade est le centre d'impulsion économique et politique majeure dans le monde. Ces pôles concentrent actuellement plus de 75% des flux mondiaux. Ce sont les lieux historiques de la production industrielle composés des grandes puissances économiques et politiques du monde, États-Unis, Canada, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Japon. Mais ces puissances traditionnelles sont de plus en plus contestées par d'autres pays qui viennent concurrencer leur position de domination traditionnelle dans la mondialisation. Ce sont, petit b, les puissances émergentes. On regroupe généralement ces puissances concurrentes sous le terme de puissances émergentes, c'est-à-dire des pays en développement dont la croissance économique rapide s'explique par une intégration accélérée dans les échanges commerciaux mondiaux. Dans de nombreux documents, les puissances émergentes sont désignées sous l'acronyme de BRICS, qui a l'avantage de fournir un moyen mémotechnique pour retenir les principaux pays concernés par cette catégorie. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. S'il est pratique de retenir cette catégorisation, il est aussi important d'être conscient de ses limites. Tout le monde n'est pas d'accord par exemple pour mettre dans un même groupe la Chine et l'Afrique du Sud. L'inventeur de l'acronyme lui-même, Jim O'Neill, a lui-même concédé en 2013 que sa catégorisation imaginée au début des années 2000 n'était plus guère valide aujourd'hui. Il ne faut pas non plus négliger le rôle des pays exportateurs d'hydrocarbures tels que l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, le Nigeria en Afrique et le Venezuela en Amérique du Sud. En se regroupant au sein de l'Organisation internationale de l'OPEP, c'est-à-dire Organisation des pays exportateurs de pétrole, ils constituent un groupe de pays bénéficiant d'une place importante dans la mondialisation. Non seulement parce qu'ils sont au centre des flux d'exportation de gaz et de pétrole, mais aussi parce qu'ils utilisent les bénéfices issus de leurs ressources pour ensuite investir massivement à l'échelle mondiale, renforçant ainsi la mondialisation financière. C'est pour toutes ces raisons que les puissances émergentes concurrencent de plus en plus directement les pôles traditionnels de la mondialisation.
Afin de défendre leurs intérêts communs, les dirigeants des BRICS se rencontrent en sommet une fois par an. Au cours du dernier à Durban en mars 2013, ils se sont montrés de plus en plus revendicatifs afin de bénéficier d'une place plus importante dans les principales organisations internationales telles que l'ONU, l'OMC ou encore le FMI. Le monde n'est donc plus strictement centré autour des pôles de la triade, mais il devient de plus en plus multipolaire, d'où la nécessité, petit c, d'une différenciation multiscalaire des territoires intégrés dans la mondialisation. Pour être plus précis, il convient d'expliquer que tous les territoires d'un même pays ne sont pas intégrés à la mondialisation de manière égale. Il faut différencier leur intégration en fonction de l'échelle d'analyse. C'est ce qu'on appelle une étude multiscalaire. À l'échelle locale, nous avons déjà évoqué l'existence de villes mondiales, véritables centres de la mondialisation. Mais à l'échelle régionale, il est également possible d'évoquer les mégalopoles américaines, européennes et japonaises qui constituent un regroupement de plusieurs métropoles à rayonnement mondial. À une autre échelle enfin, il est également possible d'évoquer le rôle important des façades maritimes. Parmi les plus importantes, on retrouve la Northern Range européenne, la façade maritime américaine de Boston à Washington, ou encore la nouvelle façade maritime chinoise comprenant le premier port à conteneurs du monde, c'est-à-dire Shanghai. Le schéma intermédiaire suivant permet de mettre en valeur le rôle organisateur des flux entre l'arrière-pays d'une part et l'avant-pays d'autre part, désormais souvent constitué de l'ensemble de l'espace mondial. Votre manuel Nathan 2012 vous propose, page 140-141, un dossier très complet sur les zones franches, étudiées comme de véritables plaques tournantes de la mondialisation. Identifier les centres de la mondialisation comme nous venons de le faire dans cette première partie implique obligatoirement qu'il y ait des territoires en marge de la mondialisation. C'est ce que nous allons étudier dans la deuxième partie. Donc, deuxième partie, les territoires en marge de la mondialisation, petit a, des pays peu intégrés et moins avancés. L'Organisation des Nations Unies recense les PMA, pays les moins avancés, comme les pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Actuellement au nombre de 48, ils ont pour point commun un PIB par habitant particulièrement faible, un IDH particulièrement bas, mais aussi plusieurs facteurs les rendant économiquement vulnérables, tels que les catastrophes naturelles, ou encore l'isolement au sein de la mondialisation et la faiblesse de leurs exportations. Par conséquent, nous pouvons considérer que les PMA sont en marge de la mondialisation, et il faut en retenir quelques exemples, tels que le Sénégal en Afrique, le Bangladesh en Asie, ou encore Haïti en Amérique centrale. Cependant, comme pour les pôles de la mondialisation, il est difficile de regrouper ces pays en marge dans une même catégorie, tant les situations nationales sont hétérogènes. D'où notre deuxième sous-partie, petit b, des pays enclavés, contournés et en difficulté. Tous les pays ne sont en effet pas marginalisés pour les mêmes raisons. La Corée du Nord, par exemple, est volontairement fermée au flux de la mondialisation par refus du monde tel qu'il s'organise aujourd'hui. La marginalisation est donc ici recherchée et assumée pour des motifs politiques, idéologiques et culturels. Les îles de l'Océanie sont marginalisées quant à elles en raison de motifs géographiques liés à l'insularité dont les facteurs de distance et de relief rendent l'accès difficile. On parle alors d'enclavement des territoires. Enfin, de nombreux territoires sont en marge de la mondialisation en raison de leur marginalisation au regard des réseaux matériels et immatériels de communication. Il s'agit donc a priori d'un motif technique,
qui s'explique en fait largement par des motifs économiques. Si les territoires ne sont pas intégrés à la mondialisation de façon homogène, les territoires en marge ne le sont pas davantage, ce qui implique d'adopter encore une fois une analyse multiscalaire. Petit c, une différenciation multiscalaire des territoires exclus de la mondialisation. Le Sénégal figure parmi les pays les moins avancés. Pourtant, l'analyse de cette photographie du port de Dakar, accueillant des terminaux à conteneurs, des tours constituant un petit quartier d'affaires et l'étendue de la ville, pourrait laisser croire à un territoire bien intégré à la mondialisation. La capitale du Sénégal accueille en effet désormais les sièges de firmes et d'organismes internationaux et correspond de plus en plus aux caractéristiques d'une ville mondiale, comme vous pourrez le vérifier dans cet article du Monde ci-dessous. Mais la marginalité peut aussi être étudiée dans une logique inverse, c'est-à-dire que l'on peut rencontrer des territoires marginalisés dans des pays intégrés à la mondialisation. Ainsi, même à l'intérieur d'une ville mondiale telle que Paris, il existe des quartiers qui répondent aux critères de définition d'un bidonville et qui constituent de véritables marges de la mondialisation. Vous pourrez en apprendre davantage sur ces territoires dans cet article du Monde. C'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, si c'est à la maison qu'on apprend, c'est en classe qu'on comprend. And that's all, folks.